C'est parti. Deuxième chose, je vais éteindre vos micros. Donc, je vais faire le Unmute All. Ah non, c'est le contraire. Mute All. Et voilà. Donc, je viens de vous de mettre vos micros sur silencieux, simplement pour la présentation. Je vous invite à utiliser le chat, le clavardage pendant la présentation que Maya va vous faire pour pouvoir… en fait, moi, je vais servir de modérateur. Je vais pouvoir répondre à certaines questions dans le chat directement ou de temps en temps poser vos questions à Maya. Donc, de mon côté, ma job va être de faire le suivi sur le chat. Et à la fin de la présentation, s'il reste des questions au-delà du chat, ben, on pourra faire une petite tournée de micro ouvert. Donc, aujourd'hui, on a un gros sujet qui est les fonds d'urgence. J'ai envie de vous dire juste avant, je suis content qu'on fasse cette présentation-là, mais comme Troquel, on trouve qu'il y a un gros enjeu actuellement dans la multiplication des fonds, la multiplication des fonds d'urgence, dans toute l'inquiétude liée au financement à la mission, liée aussi aux pertes de revenus que vous avez subies, entre autres pour les personnes qui n'ont pas d'autofinancement ou qui ne peuvent pas tenir leurs activités habituelles. À la CETROC, c'est un gros dossier qu'on mène et je réitère, on est un petit peu fatigant, je le sais. Dans vos courriels quotidiens, vous avez sûrement vu la demande du sondage pour les groupes financés au PSOC. Le pourquoi on met autant d'emphase, c'est qu'on s'est entendu avec le ministère de la Santé et des Services sociaux d'utiliser cet outil-là pour faire l'analyse des besoins des groupes au lieu qu'ils fassent une analyse des états des résultats de l'année passée. Pourquoi on ne voulait pas ça? C'est que c'est morcelé des fois dans les états des résultats et on pourrait perdre des informations. Hier soir, on était à 44 organismes lanaudois qui avaient complété le sondage, ce qui est un bon départ en moins d'une semaine, mais plus vous allez être nombreux à aller compléter le sondage, laissez, là, c'est plate, puis vous êtes confronté à une multitude de sondages actuellement, mais si vous en avez un à mettre en priorité pour votre financement, c'est celui de la CETROC. Ça va vraiment, vraiment nous donner un gros coup de main pour pouvoir faire les représentations au ministère de la Santé et des Services sociaux à ce niveau-là. Pourquoi je dis qu'on trouve ça difficile, la multiplication des fonds actuellement? Bien, c'est sûr qu'il y a l'enjeu de la reddition de compte. Chaque fonds vient avec sa propre édition de compte, alors qu'on fait face à un gouvernement qui nous avait dit qu'il allait simplifier les procédures administratives. Moi, je trouve que depuis la COVID-19, c'est plutôt le contraire qui est arrivé. Vous êtes encore plus en lien avec de la bureaucratie, avec tous les formulaires qui vous sont demandés de remplir. Donc, c'est sûr que nous, c'est quelque chose qu'on porte, mais d'un autre côté, on sait qu'il y a des besoins actuellement puis que les groupes sont confrontés de plein fouet là, à la COVID-19. Donc, on trouvait quand même important de prendre le temps de faire le tour de ces fonds-là pour vraiment pouvoir vous les expliquer. Donc, de la manière qu'on va fonctionner, on va partir avec la présentation que Maya va vous faire. Étant donné qu'on va être en présentation, je ne verrai pas nécessairement les petites mains bleues se lever pour ceux qui sont habitués dans Zoom. Donc, je vous invite vraiment à utiliser le chat pour vos questions. Ça va être plus facile. Ou sinon, prenez le temps d'écrire votre question. Puis à la fin, on va vraiment faire le tour là, des questions que vous pourrez avoir si vous n'avez pas pu l'inscrire dans le chat. C'est bon pour tout le monde? D'entrée de jeu, je veux vous dire que ce matin, je vais être un modérateur puis je vais être celui qui va faire le lien avec le chat et tout. Mais c'est vraiment Maya qui a fait la présentation, une super belle présentation simplifiée des fonds. Donc, merci énormément, Maya, pour ton travail qui va être très utile. Donc, merci Hugo. En fait, effectivement, on va vous parler des fonds, mais vraiment spécifiquement aujourd'hui davantage du Fonds pour l'appui communautaire du Canada, que vous entendez sans doute beaucoup parler dans les derniers jours, dans la dernière semaine. Il y a beaucoup de communiqués de presse qui ont passé. Un fonds, justement, qui est comme géré par 3 mandataires principaux.
donc qui est Centraide, les Centraides du Canada, les fondations communautaires du Canada et la Croix-Rouge. Donc, 3 mandataires, mais qui ont tous des exigences différentes. Donc, moi-même, je me suis promenée à travers les sites quand même pendant quelques heures pour réussir à tout démêler. Donc, on pensait vous simplifier la vie à ce niveau-là. Hugo va vous partager, voilà, une présentation PowerPoint qu'on a mis en PDF qu'on va vous faire suivre. Okay? Donc, vous allez avoir l'ensemble de ce document-là dans le courriel quotidien de demain. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais en même temps, je pense que c'est quand même très complet dans le document. Donc, ça va vous épargner quelques notes. On peut passer à la prochaine, Hugo. Donc ici, c'était juste pour s'amuser un peu. On ne parlera pas de tous ces fonds-là, mais quand on dit qu'on a de la difficulté à se retrouver dans les fonds, c'est la preuve. Depuis le début de la COVID, il y a eu plusieurs fonds, puis je ne les ai même pas tous mis, hein, il y en a d'autres. Il y a eu le programme de soutien à l'action bénévole au niveau des députés, il y a eu le ministère de la Santé et des Services sociaux, le fonds d'urgence des banques alimentaires, il y a eu un fonds d'urgence de Centraide, un fonds d'urgence pour les maisons d'hébergement, il y a eu des fonds au niveau des ministères de la Famille, il y a eu des programmes de subvention salariale. À travers tout ça, il y a des fonds d'urgence dans des villes, dans des MRC. Il y a le compte d'urgence pour les entreprises, il y a des projets jeunesse, il y a le fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Hein? Fait que là, juste à regarder ça, on peut être un peu étourdi, puis je vous comprends d'avoir beaucoup de questions. Comme je vous dis, les autres fonds, on vous en a déjà parlé, donc on va se concentrer vraiment au niveau du FUAC, qu'on appelle donc le fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Donc, on peut aller à la prochaine, voilà. Quelques questions à se poser. Vous êtes plusieurs à vous dire, est-ce que je dois aller vers un fonds d'urgence ou non? Qu'est-ce que ça va impliquer de ma part? En fait, je vous invite à réfléchir à certaines choses. En premier, à votre situation financière et à vos besoins. Donc, quelles sont les pertes de revenus que l'organisme subit, justement, à cause de la situation actuelle? Quels sont les besoins en lien avec la COVID-19? Puis, si vous faites cet exercice-là de bien identifier vos besoins, je vous suggérerais peut-être de le faire par secteur d'activité. Par exemple, est-ce que ça vous prend du matériel, des ordinateurs et tout ça? Est-ce que c'est plus de l'achat de denrées? Est-ce que c'est plus pour offrir différents services ou activités? En le réfléchissant par secteur, ça va beaucoup vous aider quand vous allez essayer de vous retrouver dans les fonds d'urgence. Parce que souvent, ils ne financent pas nécessairement la même chose. Certains, c'est plus technique, certains, c'est plus pour des activités. Donc, si déjà vous faites le travail juste de le faire un peu par secteur, je crois que ça peut vraiment vous aider pour savoir vers quel fonds aller. Ensuite, est-ce que vos besoins sont immédiats ou à moyen terme? Parce que ce que l'on constate, puis vous allez le voir un peu tout à l'heure dans les fonds d'urgence, il y en a certains qu'il faut que ce soit réalisé au 31 octobre. Le 31 octobre, c'est demain. Okay? Il y a certains fonds où ça va aller jusqu'au 31 mars 2021. Donc, ça laisse un petit peu plus de temps. Mais il faut quand même être conscient là, de quand vous avez besoin de l'argent, si c'est rapidement ou si ça peut attendre un petit peu, mais les fonds sont beaucoup plus dans l'immédiat, le court terme ou en tout cas moyen terme, entre guillemets. Donc, à quoi réfléchir? Quels sont les délais dans lesquels je prévois réaliser les actions en lien avec ma demande, comme je viens de parler? Quelles sont les ressources humaines et le temps dont je dispose pour la réalisation des actions pour lesquelles je demande un fonds? Ça a l'air de la base, mais si vous voulez développer, êtes-vous en mesure, est-ce que vos employés sont en mesure de revenir travailler s'ils sont actuellement en arrêt? Donc, il faut réfléchir vraiment à tout l'aspect des ressources humaines et du temps que ça peut prendre justement pour réaliser le projet. Quelle va être la reddition de compte rattachée au fonds que je demande et les délais pour la réaliser? Vous allez voir dans la présentation, il y a certains fonds où il faut faire des tranches. Donc, à toutes les 3 semaines, il faut remettre un bilan. Donc, ça peut venir vite. Donc, il faut quand même prendre le temps d'évaluer. Et est-ce que j'ai bien compris l'ensemble des exigences reliées au fonds? Parce que souvent, dans le formulaire de demande, il n'est pas si dur et lourd à remplir. Quand on regarde tout le petit document des critères d'admissibilité, des fois, il y a des détails, là, je vais vous en soulever certains, qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir. Et aussi, attention aux demandes multiples pour le même projet.
Des fois, on se dit, ben, je vais le demander, je ne sais pas si je vais l'avoir, donc je le demande à différents bailleurs de fonds, de projets, de fonds d'urgence, mais il y a quand même une communication entre eux, puis évidemment, ils ne financeront pas 2 fois le même projet. Voilà. Hugo, si jamais il y a des questions, moi, je vois juste mon PowerPoint, là, fait que tu me feras signe. D'accord? Donc, avant de parler du FRAC, le Fonds d'urgence pour l'action communautaire canadienne, je prends juste une minute pour vous parler, parce que j'ai beaucoup de questions là, dans mes courriels, sur le fameux compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, c'est un programme fédéral qui a été mis en place là, de 25 milliards qui permet un prêt, dans le fond, de 40 000 aux petites entreprises ou aux SBL, aux organismes sans but lucratif. Et à ce moment-là, bon, on s'adresse à son institution financière, c'est très rapide. L'avantage ou bon, la particularité de ce compte-là, c'est que si vous remboursez le solde du prêt au plus tard le 31 décembre 2022, bien, on enlève un 10 000 à rembourser. Donc, on vous donne un 10 000 $. Donc, vous avez 30 000 $ à rembourser avant le 31 décembre 2022 et il y a un 10 000 $ que l'organisme peut conserver. Donc, c'est quand même un fonds qui peut être intéressant actuellement. Évidemment, l'organisme doit avoir subi des impacts là, par rapport à la COVID. La demande se fait rapidement, les fonds se déposent rapidement. Si jamais vous ne remboursez pas le 30 000 avant le 31 décembre 2022, ça se transforme en prêt, tout dépendant des institutions, là, avec un taux d'intérêt d'environ 5 %. Je vois une question, si le fonds doit servir pour répondre aux besoins de la COVID. Dans le fond, l'organisme doit avoir subi des impacts de la COVID, mais ce n'est pas pour, par exemple, donner plus de services, c'est vraiment pour permettre là, à l'organisme de fonctionner, de rouler, payer les salaires et tout ça. Donc non, ce n'est pas obligé là, de répondre à un besoin spécifique, puis il n'y a pas une reddition de compte qui est demandée non plus par rapport à ce compte-là d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, si vous allez vraiment sur Google, là, mettre compte d'urgence, le petit document est très simple là, sur les critères d'admissibilité et sur les exigences. Non, c'est pas nécessairement juste pour adapter les mesures en place. C'est vraiment, comme c'est un programme qui a été fait pour les entreprises, c'est vraiment dans l'optique que les entreprises aient le fonds de roulement nécessaire pour poursuivre leurs activités. Donc, puis peut-être juste se dire que ça reste quand même un prêt. Faut être prudent dans le sens où si vous avez une santé financière fragile, ben, il faut quand même se rappeler qu'il y aura le taux d'intérêt après. Fait que ça peut être une belle avenue, mais en même temps, rappelons-nous que c'est un prêt, c'est pas une subvention. Oui, tout à fait. Puis il y avait une question, je pense, pour doubler les quarts de travail et tout ça. Oui, bien, ce fonds, dans le fond, c'est un prêt qu'on vous donne de 40 000, mais si vous utilisez le 10 000 en vous disant, bon, je rembourse le 30 000, oui, effectivement, vous pouvez augmenter justement les heures, faire en sorte, c'est vraiment une gestion là, qui vous revient. Une des exigences, c'est de ne pas être un organisme de bienfaisance. Là, il y a quelqu'un qui me dit, j'en suis un, je l'ai reçu. En tout cas, il faudrait peut-être vérifier, mais dans les critères d'admissibilité, on dit bien qu'il ne faut pas être un organisme de bienfaisance. Et là, à l'air simpliste, la question, on me la demande souvent, c'est quoi la distinction entre un organisme de bienfaisance, un organisme communautaire? En fait, Hugo, si on va sur la prochaine diapo, je suis allée sortir le petit tableau là, de l'Agence de revenus du Canada. Donc, je ne vous le lirai pas au complet, évidemment. Mais pour un organisme de bienfaisance, c'est que vous avez présenté une demande là, à l'Agence de revenus du Canada pour obtenir un enregistrement aux fins de bienfaisance. On vous a à ce moment-là donné un numéro. Et sur l'autre fiche, Hugo, quand vous pouvez émettre un reçu à des fins de charité, c'est que vous avez un numéro d'enregistrement. À ce moment-là, vous êtes un organisme de bienfaisance. Vous pouvez remettre un reçu officiel de don aux fins de l'impôt sur le revenu. Donc, à ce moment-là, c'est que vous êtes enregistré. Donc, vous pouvez vérifier si vous êtes un organisme de bienfaisance ou non. Et c'est super important parce que pour le FUAC, là, le fonds d'aide, il y a des fonds qui sont exclusivement pour les OSBL, organismes sans but lucratif, organismes communautaires, et d'autres fonds qui sont que pour les organismes de bienfaisance. Ce que je ferais, Edith, c'est de contacter ton institution financière
pour qu'ils te le disent, c'est quoi la procédure. Parce que vraiment, dans tous les documents par rapport au compte d'urgence, c'est vraiment spécifié que les organismes de bienfaisance étaient exclus du programme. Donc, tout simplement pour ne pas te retrouver avec un problème par rapport à ça. Puis, tu sais, hier, j'ai fait la recherche, je suis allée sur le document là, du gouvernement où c'est indiqué, mais je suis allée aussi sur différentes banques ou caisses là, pour regarder dans les exigences, puis c'est nommé quand même partout où ils le mettaient. Donc, peut-être juste vous assurer là, pour ne pas avoir de problème par la suite pour ceux qui ont fait la demande. Là. Donc, on pourrait plonger maintenant dans le fameux Fonds d'urgence pour l'appui communautaire du Canada. Donc, qui est avec 3 mandataires, donc la Croix-Rouge canadienne, la Fondation communautaire du Canada et Centraide United Way Canada. On va voir tout à l'heure qu'il y a 2 fonds qui sont gérés localement ici, là, mais qui se rattachent au niveau du national. Le dépôt des demandes se faisait à partir du 19 mai. Et la réalisation des actions, on va y revenir plus en détail quand même pour la Croix-Rouge, c'est le 31 octobre. Et pour Centraide et les fonds de la Fondation communautaire, c'est jusqu'au 31 mars. Donc, ça vous donne quand même une idée des délais pour la réalisation des activités. Donc, OK. Je pense que vous posez des questions par rapport au compte. Là. On pourrait y revenir, Hugo. Je vais faire la présentation, puis à la fin, on pourra peut-être y revenir à ce niveau-là. Donc, au niveau du fonds d'urgence en soutien à l'action communautaire, c'est 350 millions de dollars pour les organismes, dans le fond, à travers le Canada. Donc, ce n'est pas juste au Québec, évidemment. Et quand on regarde des exemples qui ont été donnés là, dès le début, dans le fond, c'est vraiment pour répondre à des besoins qui sont pressants, qui sont rapides, qui sont urgents. Et on parle d'inclusion sociale et de bien-être causé par la COVID. Il y avait quelques exemples généraux, là, par exemple la livraison de produits alimentaires, de médicaments par des bénévoles, les services d'aide téléphonique, aider les Canadiens vulnérables. Et là, je vais vous revenir tout à l'heure avec une fiche sur comment ils qualifient, comment ils définissent les populations vulnérables. À obtenir des prestations gouvernementales, fournir de la formation, du matériel, d'autres soutiens nécessaires aux bénévoles, remplacer les rencontres, passer dans le fond de l'individuel en direct à des contacts plus virtuels, donc par des moyens téléphoniques, textos, téléconférences. Donc, ça faisait partie de la définition la plus générale, mais là, on va les décortiquer par mandataire. Le fameux tableau qu'on vous a envoyé la semaine dernière dans un courriel quotidien, là, qui est un peu un résumé très rapide de qui a droit à quoi. En fait, on voit bien que pour les organismes sans but lucratif, donc qui ne sont pas des organismes de bienfaisance, il y a 2 fonds auxquels ils peuvent avoir accès au niveau de la Croix-Rouge, mais n'ont pas accès au niveau des fondations communautaires ou de Centraide. Pour Centraide, il y a une petite note là, qui dit qu'il y a des Centraides qui peuvent financer là, des organismes là, qui sont reconnus comme étant des organismes sans but lucratif, mais il faut vraiment se renseigner au niveau de Centraide Lanaudière, mais dans leur formulaire, c'est bien marqué que c'est pour les organismes de bienfaisance. Donc, ce petit tableau-là peut être intéressant pour avoir et donner un coup d'œil à quel fonds vous pouvez avoir droit selon que vous êtes un organisme de bienfaisance ou non. Les critères généraux pour les 3 intermédiaires. Donc, un intermédiaire va financer la réalisation du projet d'un organisme communautaire si celui-ci, comme je vous disais, répond à des besoins pressants par rapport à la COVID. Par exemple, du matériel éducatif, du soutien en santé mentale aux personnes en situation de crise, des services d'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, c'est des exemples qui étaient donnés. Et doit venir en aide à une ou plusieurs... Oui, je m'excuse une seconde, oui, Victor? Je suis en train de parler, s'il te plaît. On peut prendre des bananes. Oui, go. Et des pommes. Oui, excusez-moi. C'est le télétravail en mode COVID. Oui, c'est ça. Ils sont rendus trop habitués maintenant au télétravail. Hein? Donc, doit venir en aide à une ou plusieurs populations vulnérables, doit être réalisé dans un court délai et... Quand la porte du temps, ça suffit. Mais prends des bananes. Allez. Merci. Bon, voilà.
Et ce qui est important, c'est qu'il ne doit pas avoir obtenu de fonds pour couvrir les coûts et les activités prévues qui ont fait l'objet d'une demande. Donc, si vous faites une demande pour un projet, évidemment, il ne faut pas que vous ayez déjà obtenu des fonds d'un autre programme, d'un autre intermédiaire au fédéral ou tout ça pour réaliser le même projet. La prochaine diapo. Si on y va avec le programme de la Croix-Rouge. Oui, Vic. Le programme de la Croix-Rouge, la date limite pour déposer une demande est le 7 juillet 2020. Ça exclut les organismes de bienfaisance. C'est pas mal le seul, là. Donc, vraiment, pour les OSBL, les organismes communautaires qui ne sont pas des organismes de bienfaisance, mais vous avez accès à ce fonds-là. Si j'y vais rapidement, vous devez consacrer au moins 50 % de vos activités en prestations directes de services. La subvention minimum est de 5 000 $ et le maximum de 100 000 $. Vous devez avoir une structure, mais ça va à un conseil d'administration. Vous devez avoir des pratiques de reddition de compte déjà existantes, mais ça, ce n'est pas un problème. Vous avez le lien en bas qui vous mène vers le guide d'information. Donc, ça, vous pourrez avoir les liens quand on vous l'enverra. Et qu'est-ce qui est financé? Là, on le voit plus à droite. Donc, répondre à une demande accrue de services et de besoins essentiels, s'adapter ou réorganiser la prestation de services, offrir de nouveaux services ou programmes essentiels par rapport aux nouveaux besoins, recruter, embaucher, soutenir des bénévoles, puis offrir des activités de sensibilisation, d'information et d'éducation. Ici, je vous invite fortement, les organismes qui veulent demander à la Croix-Rouge de lire le guide dont vous avez le lien, là, il y a la photo, les règles sur les frais admissibles. Je vous dirais que c'est quand même assez intense. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Quand on regarde juste le formulaire ou les critères de base, ça va. Mais je crois que la Croix-Rouge est un des 3 mandataires qui demande de conserver le plus d'éléments. D'aller chercher des soumissions, démontrer que les coûts sont abordables, garder tous les documents en votre possession. Et il y avait certains éléments qu'on voit à gauche. Là, j'ai sorti, on peut aller jusqu'à 9 % de frais administratifs. Ne pas oublier les frais de gestion quand vous faites un projet. Là, si vous demandez un 5 000, évaluez dans ce montant-là combien ça vous coûte pour la gestion financière du projet, les ressources humaines. Il faut quand même le réfléchir. Pour la Croix-Rouge, c'est 9 % maximum. Ça ne couvre pas des suppléments au niveau du salaire. Donc, parfois, il y a des bonus qui ont été mis en place ou un supplément. Ça ne peut pas couvrir cette partie-là. Et là, il y avait quand même un élément qui était écrit quelque part dans le guide qui nous dit, la Croix-Rouge demeurera propriétaire des équipements achetés spécifiquement aux fins des activités du projet jusqu'à la fin du projet. Les demandeurs ne doivent pas s'attendre à conserver l'inventaire acheté aux fins du projet. Je l'ai ressorti, mais je me posais la question, s'il y a de l'achat de matériel informatique, est-ce que ça appartient après à la Croix-Rouge? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Je vais peut-être pousser plus loin, mais c'est ce qui était indiqué dans le cahier. Je trouvais ça important de le faire ressortir. Et la réalisation des actions, c'est très rapide, c'est au 31 octobre. Donc, ça, c'est un des fonds, oui, qui est accessible là, aux organismes communautaires qui ne sont pas des organismes de bienfaisance, mais dans un laps de temps très court. On peut passer à la prochaine. Ensuite, encore avec la Croix-Rouge, il y a un deuxième programme qui est pour tous les organismes de bienfaisance ou non, qui est le programme d'équipement et de formation sur la prévention et la transmission des maladies. Donc, à ce moment-là, il y a possibilité de faire une demande. La formation, en fait, c'est un 40 minutes. C'est une formation qui se donne en ligne sur la transmission en lien avec la COVID, comment diminuer les risques, comment bien utiliser le matériel de prévention. Donc, ça peut permettre de fournir là, des organismes du matériel. Qu'est-ce qu'on entend par fournir du matériel? On voit ma phrase en bas. Donc, les organismes recevront en fait recevront du matériel pour 60 jours. Et qu'est-ce qu'on entend comme matériel? C'est un masque par personne et 2 paires de gants par jour. Donc, si vous avez 10 bénévoles, ça serait 10 masques et 20 paires de gants par jour pour 60 jours. Mais il y a quand même moyen d'aller chercher du matériel
pour l'organisme, pour l'organisation, et c'est pour des environnements à faible et à moyen risque. Dans le document, là, on explique un peu le faible et moyen, mais ça correspond beaucoup à la réalité des organismes communautaires. Donc, ça, c'est le deuxième programme ouvert à tous. Si on y va maintenant avec Centraide, donc la date limite de dépôt de projet est le 19 juin 2020. Au niveau des Centraides, il y a Centraide Canada et après ça, il y a une répartition qui s'est faite dans chacune des régions du Québec. Ce qui n'était pas le cas pour la Croix-Rouge. En fait, la Croix-Rouge, là, c'est vraiment géré au niveau national, puis il n'y a pas de fonds là, par région qui ont été déterminés. Là, c'est vraiment un comité d'analyse qui va le faire. Tandis que pour Centraide, c'est Centraide Lanaudière, dans notre cas, qui va s'occuper de l'analyse des demandes. Et dans la région, on a 860 000 environ de disponibles dans ce fonds-là. Pourquoi j'ai mis le 2 à 1 là, à droite? C'est que, dans le fond, dans les fonds qui ont été donnés à Centraide, il y a une partie au national qui a été conservée pour tenter de développer le 2 à 1 sur l'ensemble des territoires au Canada. Actuellement, c'est 85 % des Canadiens qui ont accès au service 2 à 1. Nous, on le sait, dans la région de la Lanaudière, le 2 à 1 est dans le sud de la région, mais n'est pas dans le nord. Donc, il y aura sans doute des travaux qui vont se faire à ce niveau-là avec différents partenaires. Donc, je tenais quand même à le spécifier. Là, il y a des fonds qui ont été gardés pour ça. Au niveau des demandes que vous pouvez faire à Centraide, les types d'activités, sensibilisation et engagement communautaire, mise au point, mise en place de nouveaux programmes pour la prestation en raison des effets de la COVID, partage d'informations et de connaissances, mobilisation et recrutement de bénévoles. Et le montant maximal admissible par demande est de 75 000 $. Il n'y a pas de minimum qui est indiqué dans le formulaire. Des exemples d'activités qui peuvent être financées, il peut y en avoir d'autres, là. Préparer, livrer des repas, aider les personnes à obtenir des mesures de soutien, du revenu et un accompagnement financier, fournir des soins à domicile, soutien personnel à des aînés, personnes handicapées, soutien en santé mentale, soutien à la sécurité personnelle, pour les personnes qui peuvent être victimes de situations de violence, assurer l'accès à un service de transport sûr pour les rendez-vous et les courses essentielles. Mais encore là, ça peut aller beaucoup plus loin. Et pour soumettre la demande, à droite, vous avez le lien vers le document de Centraide Lanaudière. Vous allez voir dans la prochaine diapo, il y a quand même des exigences au niveau de la reddition de compte. Et c'est là qu'il faut faire attention quand on regarde exigences particulières. Donc, l'organisme est en mesure de fournir un rapport périodique incluant les informations suivantes: montant investi, services offerts, population desservie, 4 semaines après la date de l'entente et par la suite aux 3 semaines jusqu'à l'épuisement des fonds. Hein? Fait quand même, faut être à jour sur notre reddition de compte. Et on nous dit à droite, là, dans le carré rouge, des détails supplémentaires seront communiqués aux demandeurs retenus par rapport à la reddition de compte. Donc, il faut quand même là, être attentif à ce que ça peut pouvoir impliquer en termes de reddition de compte. Et les activités, dans le fond, les fonds doivent être utilisés intégralement d'ici le 31 mars 2021. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Centraide. Question, Maya. Oui. Julie du groupe d'entraide En toute amitié demande si j'ai reçu un financement du fonds d'urgence de la MRC pour un projet et que l'argent est épuisé et que j'ai encore des besoins pour maintenir ou améliorer le projet, est-ce que je peux faire une demande à Centraide, entre autres pour les services de livraison? Oui, tout à fait. Dans le fond, si le fonds, c'est ça, parce que je me suis renseignée, si tu as reçu un premier fonds, même peut-être de Centraide, là, Centraide avait un autre fonds d'urgence là, qui est presque épuisé, là, il tombe avec une claque, mais si tu as utilisé les sommes pour réaliser la partie de ton projet et que là, les besoins sont toujours là, effectivement, tu peux déposer une autre demande sans problème. Deuxième question, il y a Marie-Chantal, la maison des jeunes du Grand Café Rencontre 12-17 du Grand Joliette, qui demande, qui dit toujours des doutes, les maisons de jeunes ne sont comme pas nécessairement en première ligne dans les programmes. Oui. Effectivement, puis quand on regarde, ils ne sont pas en première ligne, mais juste un petit peu plus loin, là, tantôt, on va voir comment ces 3 mandataires-là définissent les populations, dites vulnérables ou marginalisées, puis les jeunes sont nommés. Donc, pour ce fonds-là. Donc,
ils vont beaucoup plus par type de personnes rejointes que par première ligne ou bon, comme on le voyait dans d'autres fonds. Donc, effectivement, les maisons de jeunes ne sont pas spécifiquement mentionnées, mais par contre, les jeunes font partie des clientèles entre guillemets, là, qui sont ciblées par ces 3 fonds-là. Je ne sais pas si ça peut aider ou répondre, là, mais tantôt, je vais vous présenter justement qui sont les personnes vulnérables. Et une petite question de plus de Julie du groupe d'entraide en toute amitié. Si j'ai fait plus de 150 000 de revenus l'an dernier et que j'ai seulement un examen financier et non un audit, est-ce que je peux quand même faire une demande? C'est une très bonne question. Par rapport à Centraide, par exemple, je sais qu'il y avait une exigence dans le guide par rapport à la vérification comptable. C'est une question plus pointue, mais je pense qu'il faudrait contacter à ce moment-là Suzanne Amel au niveau de Centraide par rapport à la situation, parce qu'effectivement, dans leur guide détaillé, ils marquent que, bon, à partir d'un certain montant, il faut avoir un audit, donc il faudrait faire la vérification. Centraide, la Nodière me disait qu'il était quand même très ouvert à écouter les groupes s'il y avait des particularités comme celle-là. Je pense que ce qui peut être le cas aussi avec les fondations communautaires, parce qu'on a un pendant dans la région. Pour la Croix-Rouge, je n'ai pas porté attention s'il y avait une spécification au niveau, il me semble que non, là, dans le guide, il faudrait vérifier par rapport à ce niveau. Ça fait le tour des questions qu'on a reçues à date. Parfait. Donc, on pourrait passer à la prochaine fiche, Hugo? Oui. On est rendu maintenant dans les fondations communautaires du Canada. Donc, déposer une demande aux fondations communautaires du Canada, vous avez comme date limite le 27 juillet. Donc, vous voyez, ce n'est pas les mêmes dates limites, là, même si c'est 3 mandataires. Il y a vraiment des dates spécifiques à chacun. Donc, ça, c'est quand même important là, de regarder à ce niveau-là. Dans la région de la Nodière, on a un montant de 936 000 environ de fonds pour les fondations communautaires du Canada. Les types d'activités, il peut y avoir la création d'une plateforme santé sur le web afin de poursuivre les programmes d'aide pour la santé mentale et toxico, développement et prestation d'un programme virtuel de santé mentale, achat de kits alimentaires pour les familles marginalisées, personnes additionnelles pour le service des repas dans un refuge, achat d'un congélateur pour une banque alimentaire. Je l'ai mis, mais c'était dans leur liste parce que des fois, ça, c'est du matériel qui n'est pas nécessairement toujours permis. Évidemment, la liste peut être beaucoup plus longue. Là. Vous avez des liens là, qui vous permettent justement d'aller voir le type d'activité. Ce ne sont évidemment toujours que des exemples. Vous avez jusqu'au 31 mars pour réaliser les activités, comme pour Centraide. Au niveau des montants maximum, donc eux, ils ont une distinction entre petite communauté, 15 000 habitants et moins. Le montant maximum de la subvention demandée à ce moment-là, il marque généralement 40 000. Donc, j'imagine que s'il y a un besoin vraiment particulier, il y a sans doute moyen de parler avec eux. Et pour les grandes villes et régions, donc au-delà de 15 000 habitants, on parle d'une demande de subvention maximale de 75 000 Pour soumettre la demande, en fait, ça passe par Philanthropie Lanaudière. Donc, je vous ai mis le lien. Quand vous allez sur Philanthropie Lanaudière et ce lien-là, on vous ramène vers le site national, dans le fond, des fondations communautaires du Canada pour avoir justement accès aux informations. Je vous dirais que c'est celui qui n'a pas d'exigence indiquée en matière tant de reddition de compte comparé aux autres. Il faudrait peut-être juste bien s'informer à ce niveau-là. Et juste dire que pour Fondation communautaire, ils se réunissent une fois par semaine pour les demandes. Donc, ils veulent répondre à l'intérieur de 10 jours maximum pour déposer les fonds. Pour Centraide, là, ils se réunissent régulièrement, mais les fonds pourraient être versés seulement peut-être au début juillet. Là. Donc, Fondation communautaire du Canada un peu plus rapide là, dans l'analyse que pour Centraide. Et ce n'est que pour les organismes de bienfaisance enregistrés. Ça va, Hugo. On peut passer à l'autre. Désolé. Les fameuses populations vulnérables, hein, je trouvais ça important de vous les mettre parce que les 3 fonds en parlent. Ces informations-là étaient sur la Fondation communautaire du Canada, mais je les ai aussi trouvées sur le site du gouvernement du Canada. Là, donc, c'est vraiment la définition des populations vulnérables là, pour l'ensemble des fonds. Donc, on a enfants, jeunes ou personnes âgées, donc enfants et jeunes de 0 à 29 ans, jeunes qui grandissent sans être pris en charge, aînés, en institution ou non.
Ensuite, travailleurs vulnérables, donc les aidants naturels, travailleurs précaires, population nécessitant des soins ou des soutiens spécifiques, donc itinérance, dépendance, maladie mentale, personnes faibles revenus vivant dans la pauvreté, personnes vivant avec un handicap, victimes de violences familiales, personnes vivant dans un foyer de groupe ou un logement-service, population carcérale, vétérans. Et dans l'autre page, Hugo, on a les populations qui sont dites marginalisées, donc c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, communauté de langue officielle en situation minoritaire, femmes et filles, communauté LGBTQ, etc. Nouveaux arrivants, communauté racialisée, peuples autochtones. Donc, c'est quand même très, très, très large là, à ce niveau-là. Dans les questions, on ramène souvent la question des personnes handicapées qui ne sont pas considérées dans la catégorie population vulnérable. Bien, en fait, population nécessitant des soins ou des soins spécifiques, ça fait partie des populations vulnérables. Et il y a les personnes vivant avec un handicap. Là. Fait que, je comprends la nuance, mais population vulnérable, c'est vraiment ces trois catégories-là, là, tout ce qui se retrouve là. Puis population marginalisée, c'est ce qu'on a sur l'autre fiche. Mais au niveau des personnes vivant avec un handicap, les trois mandataires le nomment beaucoup comme exemple de fonds disponibles ou de développement de services par rapport à aux personnes vivant avec un handicap. Là. Et là, je ne veux pas te piéger, Maya, mais est-ce qu'il peut y avoir une différence entre le FRAC et les fonds de centraide réguliers? Ah, tout à fait. Oui, oui, okay. Oui. Ça, c'est super important. Même, tu sais, il y a les fonds réguliers de centraide. Il y a eu le fonds d'urgence qui a été mis en place là, rapidement après la COVID de centraide. Puis là, maintenant, il y a le FUAC. Mais le FUAC, c'est vraiment avec des orientations fédérales. Donc, il y a vraiment une ligne de conduite fédérale, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes organismes. Vous n'avez pas besoin d'être financé normalement par centraide pour faire une demande. Donc, ça, c'est quand même important. Ce n'est pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes critères. Ce n'est pas la même analyse non plus qu'une demande normale. Donc, ça se peut que normalement, centraide ne tienne pas compte de certaines personnes vulnérables, comme ils les appellent normalement, mais que par le biais de ce fonds-là, ils vont en tenir compte. Et il y a Gisèle Aux couleurs de la vie qui dit qu'on ne retrouve pas les personnes endeuillées dans les populations vulnérables. Effectivement, mais moi, je ne me gênerais pas pour faire une demande s'il y a un besoin puis de le mettre de l'avant. L'ensemble, moi, j'ai participé à un webinaire là, au niveau du Canada sur ces fonds-là. Puis les trois mandataires là, mentionnaient qu'il y avait quand même une ouverture, une flexibilité à entendre les besoins et tout. Donc, effectivement, c'est dommage qu'on ne les retrouve pas. Mais moi, je ne m'empêcherais pas de faire une demande pour ça. Ce serait peut-être juste de contacter des personnes à ce moment-là. Merci. Ça fait le tour à date des commentaires dans le chat. Parfait. Puis, au niveau des dépenses admissibles là, pour le Fonds communautaire du Canada, vous avez une liste à la droite. C'est quand même très large. Là, salaire et coûts liés à l'emploi. Pour le personnel existant supplémentaire, des honoraires, soutien des personnes handicapées pour le personnel du bénéficiaire de la subvention, matériaux et fournitures, impression, bref, ça va quand location de locaux, location d'entretien d'équipement. Donc, c'est quand même très large. Là, les fonds peuvent être demandés à ce niveau-là. Et bien là, ce n'est pas dans le même fonds du tout. Là. Puis la demande, c'est jusqu'au 29 mai, on est le 28. Mais il y avait quand même un fonds là, autre qui était le projet jeunesse, donc qui est un fonds annoncé par la Fondation Lucie-André Chagnon d'un investissement de 2,5 millions pour les organismes jeunesse du Québec pour soutenir les jeunes isolés et marginalisés. La gestion des fonds se faisait par les centraides du Québec. Donc, dans la Naudière, il y avait une somme de 111 000, bien, presque 112 000, mais c'est ça, le dépôt limite, là, c'était le 29, bien, c'est le 29 mai, c'est demain. Donc, durée des projets, juin à septembre, là. Fait qu'on s'entend que c'est pendant la période estivale. Donc, les jeunes visés par le projet, jeunes du primaire et du secondaire ou ayant décroché en situation d'isolement, de marginalisation, de vulnérabilité, doit répondre à des besoins locaux urgents et tous les organismes communautaires peuvent répondre aux objectifs du projet. Les organismes reconnus déjà par Centraide, mais pas exclusivement. Donc, ça, je tenais quand même juste à le mettre
il reste une journée, là, le formulaire se remplit directement sur le site Internet de Centraide Lanaudière. Est-ce que j'avais mis d'autres choses, Hugo? Oui. Ah oui. Projet jeunesse, bien, il y a les objectifs, là. Donc, établir et maintenir le contact avec des jeunes isolés et marginalisés primaires, secondaires, accompagner les jeunes en offrant un soutien pédagogique et psychosocial, aux besoins fournir l'accessibilité aux outils et équipements informatiques pour les organismes. Là, c'est important. C'est bien pour les organismes et pas pour les jeunes. Donc, il faut, par exemple, fournir une tablette à un jeune, bien, ça ne pourrait pas se faire parce qu'ils font le lien avec le gouvernement qui est supposé. On sait que ce n'est pas simple, mais déployer du matériel informatique auprès des jeunes qui pourraient en avoir besoin. Donc, donner la capacité aux organismes communautaires et intervenants de développer et maintenir des solutions pour les jeunes. Il y a une reddition de compte, évidemment, qui doit être faite en cours de projet et une reddition de compte plus complète là, au plus tard le 30 septembre 2020. Donc, si jamais des organismes qui ont le goût de déposer, c'est jusqu'à demain pour celui-là. Pour les autres, là, vous avez quand même jusqu'au mois de juin ou juillet, tout dépendant du programme. Oups, excusez. Voilà. Voilà. Et là, donc, je suis ouverte aux questions. Je ne suis pas experte, mais je peux quand même sans doute répondre à quelques questions. À date, dans le chat, on n'a pas eu d'autres questionnements. Donc, comme on est revenu dans l'interface, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Participants » et en bas, vous allez voir un petit bouton qui est soit « Lever la main » en français ou « Raise Hand ». Et je vais voir les petites mains bleues apparaître là, si vous avez des questions que vous voulez poser au micro. Je pense juste, dans le fond, la première question à vous poser, organiser la présence ou non. À partir de là, vous voyez avec le premier tableau quels fonds sont accessibles. À partir des fonds qui sont accessibles, c'est de voir où sont vos besoins et si ça rentre dans les critères. Et je vous invite fortement à regarder tout ce qui est reddition de compte, les exigences, parce qu'on ne les retrouve pas dans le formulaire. Ça, je trouve ça important de le dire. Dans le formulaire, on vous dit qu'il y aura la reddition de compte, mais souvent, un organisme, on est porté à sauter directement dans le formulaire. Mais prenez le temps de lire le petit guide là, qui va à côté. Croix-Rouge qui est quand même assez intense et pour Centraide également. Là. Donc, prenez le temps de bien lire les informations pour être sûr de ne pas vous retrouver par la suite là, avec des obligations qui dépassent ce à quoi vous vous attendiez. Merci pour vos commentaires, tant mieux si c'est clair. Puis vous allez avoir le document aussi, comme on vous disait, avec tous les liens. Là, fait que je pense que ça vous permettra, j'ai lancé beaucoup d'informations, mais vous avez les dates limites et tout, donc ça vous permettra quand même d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. Et le document sera disponible demain. Si vous pourrez le diffuser, je ne pense pas qu'il y ait de problème, Hugo, pour le diffuser. Les liens sont dans le PowerPoint. Donc, je vais peut-être juste repasser dedans, m'assurer que tous les liens sont là. Mais à partir de ce moment-là, oui, tout à fait, si ça peut être utile, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le diffuser. Monsieur Martin a une question. Oui. Peut-être juste pas oublier d'ouvrir votre micro, Monsieur Martin. Vous m'entendez? Oui. Oui. Après la réunion, dans le courant de la journée, est-ce que c'est possible de m'appeler? Ça concerne le renouvellement des... J'avais laissé des messages, là, renouvellement des garde-membres. Oui, ben en fait, ce que je vous inviterai à faire, écrivez-nous juste un petit courriel à commercial-troquel.org, juste pour pas qu'on oublie de vous rappeler. OK. Salut, Hugo. Oui, Éric? Oui, j'ai une question à te poser. Les prestations le gouvernement d'urgence de fédéral, est-ce que, dans le fond, les prestations-là, ils touchent à des subventions pour les organismes? Est-ce qu'on peut se faire couper, oui ou non, si on touche à la prestation? C'est vraiment deux programmes distincts qui sont... Oui, complètement distincts. OK, fait que on est safe d'abord. Merci beaucoup, Hugo. Plaisir. C'est une bonne question, Éric, parce qu'évidemment, dans vos états financiers l'année prochaine,
c'est clair qu'il va y avoir une ligne sur les fonds d'urgence. Il y a une situation particulière qu'on vit cette année. Donc, ça, c'est certain, avec votre comptable, ça sera à voir et à vérifier, mais non, ça n'aura pas d'impact. Évidemment, vous vivez tous des impacts financiers, mais les fonds d'urgence vont être vraiment une particularité pour vos états financiers de l'année prochaine. Là. Ça, c'est certain. Peut-être juste en profiter, vous dire, j'ai un petit message de Centraide. Là, je suis beaucoup en contact avec Suzanne Hamel. Comme je vous disais, il y avait un fonds là, qui existait, qui avait été mis en place, un fonds rapide là, suite à la COVID, auquel vous pouviez faire une demande. Ce fonds-là est presque épuisé. Donc, elle recommande fortement de faire une demande vers le fonds que je vous ai présenté aujourd'hui, plus qu'à ce fonds-là, parce que le fonds est pratiquement épuisé. Peut-être une autre particularité, vous pourriez faire une demande à Croix-Rouge, une demande à Centraide, une demande aux fondations communautaires, mais sur des aspects différents. Donc, évidemment, il ne faut pas demander, comme je disais, le même financement pour le même projet, mais si vous avez deux idées particulières ou deux besoins qui répondent à différents critères, à ce moment-là, vous pouvez les déposer à plus d'un des mandataires. Donc voilà, c'est à vous de bien évaluer vos besoins à ce moment-là. J'ai pas d'autres questions sur le chat, ni de main bleue en attente. Hugo. Est-ce que... Oui, qui parle? Oui, Richard? Salut. Je viens de me joindre à vous, là, mais je voulais juste vous dire que j'ai une collègue qui vient de m'apporter dans le journal régional, dans notre journal à Repentigny, comme quoi le fonds de Centraide est toujours disponible. Oui. Bien, en fait, Richard, c'est que quand même il y a une semaine, on vous avait transmis l'info, ce fonds-là, il restait beaucoup d'argent dans le fonds, justement. Puis suite à cette diffusion-là, d'une manière plus large, ils ont reçu beaucoup de demandes des groupes. Donc, c'est pour ça que Suzanne là, savait qu'on avait la présentation aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a spécifié de dire, bien, écoute, si tu peux diriger vers les gens davantage vers le nouveau fonds, ce serait apprécié parce qu'ils ont reçu plusieurs demandes suite à la publication. C'est juste qu'ils l'ont fait sur les médias sociaux, puis en plus dans le journal, fait qu'il y a peut-être un décalage entre les deux à ce moment-là. OK, mais ce que tu me dis, Maya, c'est que ces fonds-là ont été attribués ou sont acceptés parce qu'il y en a qui avaient été rejetés dans le passé, je pense. Là, il y a oui, tout à fait. Bien, ils vont rendre public une liste là, très prochainement de qu'est-ce qu'ils ont soutenu. Donc, ça va être très... En tout cas, c'est ce qu'on me dit, là, que ça va être diffusé, quel organisme a reçu quoi. Donc, la diffusion va se faire à ce niveau-là. OK, merci. Il y avait une question par rapport au fonds de 40 000. Mais écoute, c'est Julie, je pense, en tout cas, qui disait, est-ce qu'on va vous revenir? Je suis sur la page du gouvernement du Canada où c'est vraiment indiqué organisme de bienfaisance. Sur la page aussi de Desjardins. Tu sais, c'est dans les critères. C'est pour ça que je pense que là, ça vous appartient peut-être de plus de faire une démarche. J'ai déjà écrit à la Caisse d'économie solidaire pendant la visio, juste voir qu'est-ce qui arrive pour des groupes, justement, des organismes de bienfaisance qui auraient reçu le compte d'urgence. Fait que, comme je dis, des fois, par exemple, les délais sont un peu longs, mais j'ai déjà envoyé un courriel. OK, bien merci Hugo. Fait que oui, on pourra peut-être faire un suivi à ce niveau-là par rapport au compte d'urgence puis le fait d'être un organisme de bienfaisance. Oui, Richard, tu as levé la main? Ben oui, juste vous dire que là, comme je vous dis, je me joins à vous. Là, vous parlez du 40 000 $. Est-ce que c'est ça que j'entends? Oui, exact. Le compte d'urgence pour les entreprises. Oui, bien, le Tournesol puis 2-3 autres organismes l'ont demandé, puis on l'a reçu. Oui. Oui, bien, il y a solidaire. Moi, je vous parle du prêt là, du gouvernement fédéral. Là. Exact. Et nous, on l'a fait il y a 3 semaines, 1 mois, fait que je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a quelques organismes communautaires de la région qui l'ont demandé puis qui l'ont reçu, dont le Tournesol, de la Rive-Nord. Oui, il y en a plusieurs. Je dirais c'est au-delà d'une quarantaine qui nous ont informés à ce niveau-là. Fait que je t'informe, je ne l'avais pas fait, mais tu rajouteras un à 40. Parfait, merci. Donc, ben voilà, ça fait le tour pour la présentation de ce matin. Merci beaucoup d'avoir participé
ce matin à l'entracte. Pour ceux qui se demandaient, ben justement, on l'a enregistré. Donc, on va vous mettre le lien YouTube pour ceux qui voudraient réécouter la présentation. Et on va vous mettre aussi les documents dans le courriel quotidien. Donc, ben, je vous souhaite une super belle journée. Je vous rappelle que le prochain entracte, c'est dans 2 semaines. Donc, passez une belle semaine et continuez à nous écrire au Troquel, à commercialtroquel.org en cas de besoin ou au 450-839-6085 pour nous laisser un message téléphonique. Bonne journée! Bonne journée, merci. Merci Richard pour le rapport d'activité. Parce qu'on n'a pas encore commencé, nous autres. Là. Ça fait 6 semaines qu'on est censé commencer. On ne l'a pas encore fait. Ou on travaille mal ou on travaille différemment. Différemment, je dirais. Attendez. Oui, Hugo? Oui?